c'est un être humain avec des émotions et des envies. C'est quelqu'un qui va réussir à conjuguer des enjeux personnels et professionnels. Et puis, on va dire aussi que c'est un moteur de l'équipe. Ça peut être un moteur de l'équipe. Super, merci beaucoup. Sur la question de comment j'attire et je fidélise les nouvelles générations, donc, en gros, 3 grands thèmes. La partie apprentissage, formation, donc comment je développe des partenariats avec les écoles, comment j'attire des apprentis, en considérant a priori que les premiers qui forment ont plus de chances de garder les salariés que ceux qui arrivent après. Le deuxième thème, c'est celui qui va tourner autour du numérique et des nouveaux outils de communication, donc les réseaux sociaux, les sites internet, ça tout le monde en a aujourd'hui, mais surtout les réseaux sociaux, comment on l'anime, pouvant aller jusqu'à l'embauche d'un chargé de com en alternance par exemple pour animer ça. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place dans ce domaine. Et également sur le numérique, la digitalisation, quelqu'un en a parlé tout à l'heure sur un autre groupe, mais la digitalisation des activités de production, c'est comment je vais vers du zéro papier à terme, voilà. Et ça c'est des choses qui sont quand même très attractives pour les jeunes. Et puis un dernier thème qui va tourner autour de donner de la liberté aux salariés, notamment aux jeunes qui en veulent, qui en ont besoin, dans leur organisation du travail, dans leur organisation vie privée, vie pro, la flexibilité des horaires, etc. Et identifier les clés de l'attrait. Alors moi, ce que je me souviens là-dessus, ce qui m'a marqué, c'était la partie géographique de l'entreprise, avec notamment tous les services associés qu'il peut y avoir autour d'une entreprise. Commerce, on en a parlé des crèches, des coiffeurs, des machins, enfin, tout ce qui peut faciliter la vie des salariés au sein de l'entreprise. La partie rémunération et diversité des sources de rémunération, les avantages sociaux à côté. Et puis toute la partie communication, valeur de la boîte, et comment on communique sur ces valeurs-là et comment on communique autour de l'entreprise pour donner envie aux gens de venir. Motiver, fédérer autour d'un projet collectif. Donc le premier point qu'on a abordé, c'était déjà clarifier la notion de projet, expliquer la vision et co-construire la vision, parce que si on veut que les gens adhèrent, il faut qu'ils la comprennent. Donc faire adhérer à la vision en expliquant le pourquoi et le comment. Donner du sens sur les valeurs de l'entreprise, sur les motivations, et donner du sens en mettant des ateliers stratégiques pour rendre les collaborateurs autonomes sur des pôles d'investissement et qui travaillent en autonomie, que les collaborateurs deviennent acteurs. On a dit donc communiquer régulièrement, donc ne pas hésiter à rabâcher sur le sens et la vision toujours. Proposer peut-être des embauches également en mode projet, plutôt que simplement un seul poste, éventuellement remodeler peut-être aussi nos annonces, les rendre un petit peu plus attractives. Être vigilant à l'intégration des nouveaux salariés. Et enfin, je pense peut-être la clé, c'est être à l'écoute de chaque collaborateur et de leur faire prendre conscience à chaque collaborateur qu'il a un rôle à jouer. Chacun à son niveau, on a tous un rôle à jouer dans l'entreprise. On a insisté sur un certain nombre de points. Le premier, c'est que les gens se connaissent entre eux. Déjà, leur permettre d'avoir l'occasion. Quelle question ? C'était quelle question ? Comment permettre une harmonie entre vie privée et vie pro. Merci. Donc la base, effectivement, c'est que les gens se connaissent et se respectent. Et pour qu'ils se connaissent et qu'ils se respectent, il faut qu'ils aient des temps pendant lesquels ils apprennent à se connaître et à être à l'écoute des autres. Après, et de là en découle l'entraide, l'écoute, la détection des signaux faibles, etc. Après, il y a un point important qui est la flexibilité. Alors aussi bien sur le contrat de travail en lui-même, qui pourrait passer de 39 à 35 pendant 6 mois, puis remonter, puis redescendre, voilà, en fonction liés au salaire bien sûr, mais aussi l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce contrat de travail. Parce que les jeunes qu'on a aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibles à ça. S'ils ont envie d'aller faire de l'escalade un matin et puis travailler plus tard le soir, il faut qu'ils puissent le faire. Donc il faut chercher à organiser ça. Voilà, éduquer les clients. Alors ça, c'est parce que des clients qui maltraitent et qui manquent de respect envers les fournisseurs. Bon, ça,
faut savoir dire stop et puis poser les règles du jeu clairement. Je te donne un exemple concret parce que j'ai contribué à ça. C'est pourquoi est-ce qu'on demande à des gens qui font le ménage de venir à 5 h du matin. Franchement. On ne pourrait pas faire le ménage à 9 h, 8 h, 10 h dans une entreprise. Franchement. C'est quoi le sens de demander à des femmes de se lever à 5 h du matin pour faire le ménage? Voilà, ça c'est aussi Typiquement, ouais. éduquer les clients en disant est-ce que vous accepteriez qu'on vienne dans des heures ouvrées pour qu'elles aient une vie normale? Il y a plein d'entreprises où bien sûr que c'est on s'organise. Mais j'insiste pour finir sur cette histoire de flexibilité avec pourquoi pas la mise en place de contrats de travail à géométrie variable. Les nouvelles lois nous permettent de faire ça. Je pense qu'il faut exploiter ce filon. C'est ce qu'attendent les gens. Aussi bien les jeunes que les vieux comme moi, de 55 ans, qui, pourquoi pas bosser 3 semaines par mois. Voilà. La question qui était posée, c'était comment est-ce qu'on mesure l'attractivité de l'entreprise? Est-ce qu'on peut créer un indicateur d'attractivité pour l'entreprise? Donc les idées qui ont été principalement émises concernent les indicateurs, les sondages, donc sondages qui peuvent être internes ou externes, des parties prenantes dans l'environnement de l'entreprise qui peuvent l'évaluer. Et puis, bien entendu, les salariés qui peuvent aussi exprimer un avis sur le degré d'attractivité ou le degré d'attrait de l'entreprise. Donc après, on a segmenté, on a dit qu'il pouvait y avoir 2 types d'indicateurs. Des indicateurs classiques qui concourent à mesurer l'attractivité. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, mais bon, il y a l'absentéisme, le turnover, les maladies pro, les accidents, etc. Voire le taux de service. On avait mis le taux de service comme étant un indicateur d'attractivité. S'il est bon, plutôt tendance à avoir une entreprise qui est plus attractive qu'une entreprise qui aura un mauvais taux de service, sera certainement moins attractive. Et puis on a imaginé aussi des indicateurs qui seraient peut-être, entre guillemets, un peu plus exotiques. Donc tout ce qui a trait à la visibilité de l'entreprise, notamment sur les réseaux sociaux, les nombres de clics, les nombres de personnes qui visitent l'entreprise pendant une porte ouverte, voilà, qui vont peut-être mesurer d'ailleurs la notoriété de l'entreprise et puis son attractivité des jugements dont elle peut faire l'objet sur des plateformes internet, type plateforme de recrutement et autres. On a aussi abordé tout ce qui était recrutement. Donc en fait, les recrutements pouvaient être la bonne occasion de faire un feedback, de recevoir un feedback de la part du salarié qui a été recruté ou pas. D'ailleurs, ça peut faire partie du processus de recrutement pour évaluer quelle est sa perception assez objective finalement, puisqu'il ne connaît pas l'entreprise de l'intérieur, sur quelle est finalement l'attractivité de l'entreprise, de la marque employeur, des lieux, des locaux dans lesquels il a été accueilli, etc. Et puis dans les points ouverts à explorer, on a évoqué The Great Place to Work, donc, qui est un site internet qui travaille sur l'évaluation de l'attractivité des entreprises, donc qui interroge les collaborateurs et qui publie des classements tous les ans. C'est a priori une plateforme qui est très utilisée par les entreprises du numérique. Et puis ça nous a ramené à l'idée de scoring. Donc on vient un peu au point précédent. Les différents indicateurs, l'idée serait de les mettre dans une matrice et que cette matrice puisse arriver à un score sur 1000 par exemple comme le TOEIC, et tous les trimestres ou tous les semestres ou dans le bilan annuel d'évaluer, de scorer, de réussir à scorer son attractivité pour avoir derrière des plans d'action finalement pour jouer sur son attractivité. Voilà. La question qui a été finalement difficile à poser et même à comprendre, qui est concerné, l'interne et ou l'externe? Finalement, la réponse est bien évidemment tout le monde, et lorsqu'on va mener une action d'attractivité en interne ou en externe, on va contribuer également à rendre plus attractif notre entreprise pour les autres parties. Voilà, c'est ce que je retiendrai moi. Et puis deuxième chose que je vais retenir, je vais reprendre ce que m'a dit Michael là, certainement le vecteur le plus puissant de communication de l'attractivité de l'entreprise, c'est certainement les salariés. C'est certainement ça. Voilà ce que je peux. Et sur le thème délégué, dans le sens rendre autonome, fédérer, développer l'esprit d'équipe au-delà des chapelles, c'est-à-dire déléguer dans l'entreprise, rendre autonome sans pour cela créer des chapelles, soit entre services hiérarchiques, soit entre ateliers. Donc les enjeux, c'est motiver les salariés, donner du sens à leur action, au-delà d'être
récepteur d'ordre et d'exécution d'ordre. Et c'est bien définir un plan stratégique, bien faire partager le plan stratégique de l'entreprise, par exemple créer des équipes encadrantes autonomes en développant les outils, les moyens qui sont les outils, les moyens et la politique d'animation qui est nécessaire. Donc le premier point clé dans ce cadre-là, et avant tout, c'est donner un droit à l'erreur, parce que si on ne donne pas droit à l'erreur aux animateurs de groupe, on va avoir du mal à trouver des candidats. Apprendre aux gens à se connaître, à créer des liens de solidarité. Travailler sur la communication, donner des outils, instituer des moyens de communication quotidiens dans certains cas, en adaptant et le temps et les moyens et la formation des animateurs. Dans ce cadre-là, laisser une totale initiative ou autonomie sur le type d'animation, qu'est-ce que je vais dire, etc., c'est souvent voué à l'échec. Il faut qu'il y ait une redondance des thèmes et qu'il y ait un suivi, une progression dans le suivi de la communication et des actions qui sont engagées. Et un point important aussi, c'est déléguer des décisions, déléguer des budgets, de façon maîtrisée, encadrée, mais donner aussi une autonomie sur les moyens de dépenses et également de sanctionner positivement ou négativement les performances de l'équipe ou des membres de l'équipe. Alors, comment rendre heureux au travail? Qu'est-ce qu'on a dit? Beaucoup de choses. On a distingué deux catégories, tout ce qui pouvait être matériel et tout ce qui était psycho. Donc dans le matériel, on avait toute la partie environnement, tout ce qui était l'accueil, l'environnement de loisirs, les espaces de détente. On a beaucoup insisté aussi sur les locaux sociaux là-dessus. Et puis dans la psycho, il y avait parité homme-femme, ça peut jouer aussi. Il y avait tout ce qui était ambiance, convivialité, tout ce qui était reconnaissance du travail, tout ce qui était partage des victoires de l'entreprise, mais aussi de partager les défaites, de les expliquer, de les déminer, entre parenthèses. Et puis tout ce qui était processus d'intégration des nouveaux, et puis l'encadrement.